qui va bien. Bonjour à toutes et à tous, je suis donc Céline Saïti et je vous accueille à ce 4e rendez-vous de la stratégie où nous accueillons à présent Stéphanie Genevois qui va nous parler organisation. Bonjour Stéphanie. Bonjour Céline, bonjour à toutes. Très bonne année, très bon début d'année. Voilà, bravo pour être là à ces rendez-vous et puis vous questionner justement pour avancer et progresser dans cette année. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, effectivement, c'est comment mieux optimiser finalement vos journées pour avancer dans vos objectifs. Voilà, mais peut-être tout d'abord, moi j'aimerais savoir par rapport à l'organisation de vos journées, ce qui vous bloque peut-être le plus. Voilà, si vous voulez l'écrire dans le chat ou prendre la parole. Qu'est-ce qui vous bloque en fait dans vos journées? Qu'est-ce que vous trouvez compliqué? Qu'est-ce qui aujourd'hui voilà, fait que vous êtes inscrite à cet atelier en voyant passer ce sujet? Voilà. Moi, je vais vous proposer aujourd'hui effectivement plus un échange. Voilà, je n'ai pas prévu de faire un monologue pendant 30 minutes, mais plus un atelier et voilà, vous impliquer. Donc, je vous invite à être active justement pour… on dessine ou pas avec toi? Hein? Est-ce qu'on va dessiner avec toi? On dessine. Alors, on ne dessine pas tout de suite. Après, vous pouvez faire des prises de notes, vous pouvez écrire, vous pouvez dessiner, vous pouvez faire… une carte mentale, voilà, si vous avez envie pour faire la prise de notes. Okay. Non, je vais vous faire réfléchir. Voilà, on va être un peu plus dans le mental. Voilà. Alors, quelles sont vos problématiques? Je suis sûre que vous en avez. Oh ben non, on est Madame Parfaite. Alors, dis-nous tout, Géraldine. Moi, je suis très à l'écoute de ce que va nous partager Stéphanie, parce que moi, le temps, c'est ce que j'entends dans mes accompagnements, hein, parce que je travaille avec l'outil aussi organisation pour accompagner à la gestion du stress. Et à chaque fois que je prépare un accompagnement, le seul mot qui ressort depuis 3 mois, c'est « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Et donc, j'ai des réponses. Je ne dis pas que les miennes sont les meilleures, mais je trouve des solutions. J'ai hâte de savoir si Stéphanie a des astuces plus efficaces. Je prends volontiers note. D'accord. Et toi, par rapport à ton temps, le matin, quand tu démarres, comment tu envisages ta journée? Alors moi, j'ai beaucoup travaillé sur la notion du temps et je suis beaucoup dans la routine. Et je me suis organisée des routines et des plannings parce que je me suis rendu compte que quand c'est planifié, quand c'est écrit, quand c'est anticipé, je me sens beaucoup plus libre et je planifie à peu près 70% de ma journée pour me garder 30% de flexibilité pour les imprévus, pour éviter d'être débordée, dépassée. Parce que la course au temps, j'ai bien connu. Les journées, on aimerait que ça dure 48 heures, j'ai connu. Je suis allée jusqu'au burn-out, je suis allée jusqu'à l'AVC. Donc tout ça, c'est bon. J'ai eu suffisamment de rappels pour me dire qu'il fallait s'organiser et éviter que ça recommence. Okay. Merci beaucoup pour ton partage. Okay. Est-ce qu'il y en a d'autres? Vous voulez peut-être juste écrire, si vous n'avez pas envie de parler forcément à la caméra. C'est comme vous voulez. Je veux bien prendre la parole. Oui, Margaret. Moi, j'ai 2 problématiques. Je suis 80% de mon temps en télétravail. J'ai 3 enfants en bas âge, mais aussi ce qu'on appelle 3 beaux enfants, une semaine sur 2. Donc, c'est bien sûr, en termes d'organisation, comment arriver à différencier le temps de maman au temps professionnel, parce que j'ai un équivalent temps plein. C'est pas toujours simple en termes d'organisation, d'autant plus quand on est en télétravail. Et ma deuxième problématique, pardon? Oui, c'est bon. Ma deuxième problématique, c'est par rapport à mon temps de travail. Je travaille plusieurs employeurs et j'ai beaucoup de mal. Je n'ai pas compris. Excuse-moi, juste, ça a saccadé juste sur ta dernière phrase. Pardon, je travaille pour plusieurs employeurs. Je suis D'accord. intermittente du spectacle et j'accompagne des artistes en spectacle vivant. Et c'est très difficile pour moi de m'organiser parfois parce que je suis censée être disponible et joignable à la seconde près. Et c'est pas toujours évident de trouver une méthode d'organisation. Ok, d'accord, merci.
Il y avait Sophie qui avait levé la main. Oui. Bonjour Stéphanie. Bonjour Sophie, je suis ravie de te retrouver ici. Merci. Donc, on est des collègues, on pratique le même métier. Alors, moi, c'est un peu un comble, mais il y a des moments où la journée a drôle de forme. En fait, je suis, à côté de ça, présidente de l'association des parents d'élèves du collège, lycée et enseignement supérieur du groupe scolaire de mes enfants, et ce que j'adore faire et ça m'éclate. Mais systématiquement, quand je vais commencer par me mettre sur ça, je vais penser, dans ma tête, je vais être en train de me dire, oui, mais il ne faut pas que j'oublie que pour mon métier de PO, il faut que j'ai ça à faire. Et quand je suis en train de me concentrer sur mon activité de PO, oui, mais alors les parents d'élèves, il ne faut pas que j'oublie de rappeler un tel, de faire ci, de faire ça. C'est usant. Dans les deux activités, je suis bien organisée, je sais ce que j'ai à faire, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas possible d'avoir toujours le cerveau qui switch sur l'autre activité. Et puis, par exemple, des mails qui arrivent, voilà. Je passe de l'un à l'autre sans cesse et je me discipline. Ok, d'accord, super. Natacha? Ce que dit Sophie, ça me parle énormément, mais énormément. C'est-à-dire que moi, je suis dans mon travail de décoratrice d'intérieur. Déjà, quand je dois travailler sur l'ensemble d'un appartement, je peux réfléchir en mode tiens, ça me fait penser à ça. Et à un moment donné, je me retrouve sur mon ordinateur à avoir. Bon, après, c'est un peu ma manière de travailler aussi, mais j'essaie de me canaliser, à avoir tout un tas de fenêtres ouvertes sur mon ordinateur. Alors du coup, je me dis, allez, je fais pièce par pièce. Ah, puis tiens, en même temps, je pense au mariage et au baptême, là, qui sont dans 6 mois. J'aimerais bien voir… Et puis mon esprit, des fois, j'ai du mal à me dire, allez, là, cette fois-ci, c'est focus sur ce projet. Et ça, tu passeras… Oui, mais tant que j'ai ça en tête, je ne vais pas avancer là-dessus. Donc j'y vais. Et puis je passe 10 minutes. Une demi-heure et en fait je grappille et derrière ça il y a des fois aussi quand j'ai une grosse pression et un gros stress sur un dossier, bah, ça me bloque et du coup j'ai besoin de faire autre chose. C'est bizarre mais il y a des fois cette grosse culpabilité qui vient, je le dis avec le sourire mais en ce moment je suis en mode c'est pas trop simple. Voilà. Okay. Donc s'il y a des astuces autres, mais je pense que c'est beaucoup en lien avec la confiance en soi et le stress, je pense, pour ma part. Parce que le temps, on peut le prendre, l'organisation, on peut l'avoir, mais… Bon, bah, je crois qu'il y a quelqu'un parmi nous qui va pouvoir t'aider. Je pense que Géraldine est là pour ça, pour le stress. Coucou Géraldine. Je l'appellerai après. Okay. Mais Stéphanie, ouais, j'ai envie d'écouter un peu ce que tu as à nous suggérer comme piste pour gagner en efficacité, surtout. Ok, très bien. Voilà. Juste avant, effectivement, de vous partager pour moi le meilleur outil et puis quelques astuces justement pour organiser vos journées, je vais juste prendre quelques minutes aussi pour me présenter. Donc effectivement, moi, l'organisation est une part importante de mon parcours. J'ai été pendant 16 ans salariée comme cadre dans le médico-social. J'ai été responsable qualité, j'ai fait de l'amélioration continue, donc tout ce qui est process, ça me connaît. Ensuite, j'ai fait de la gestion de projet, donc voilà, beaucoup d'anticipation, des projets sur 18 mois ou 2 ans, donc il y avait besoin vraiment de planifier. C'est toujours quelque chose que j'ai fait avec plaisir et puis que j'ai fait aussi dans ma vie personnelle. Sauf qu'à un moment donné, en ayant aussi mes 3 enfants, l'organisation, en fait, est devenue trop contrôlante. C'est-à-dire que j'étais trop dans justement vouloir contrôler, vouloir structurer, vouloir organiser mes journées pour en faire le plus possible, que ce cadre finalement rigide et contraignant. Donc, c'était presque avancer dans mes journées pour respecter mon planning, au lieu que le planning me soutienne et soutienne mes projets, que ça m'a entraîné aussi en partie une des raisons qui m'a menée jusqu'au burn-out. Moi, ce que j'ai appris depuis, c'est que ces outils d'organisation, ils sont super, mais ils doivent vraiment venir en soutien de nos projets, de nos aspirations, de nos rêves. Et c'est un outil parmi d'autres. Donc, quand je me suis lancée comme indépendante en 2016, effectivement, j'étais beaucoup sur ce que je connaissais, sur ce que j'avais fait. Donc, toutes ces compétences d'organisation que j'ai proposées aux personnes. Et maintenant, j'ai évolué au fil de mes accompagnements et moi aussi au fil de mon propre parcours parce que j'ai découvert le développement personnel, j'ai beaucoup travaillé sur moi aussi, je me suis questionnée et j'ai progressé là-dessus. Et vraiment, maintenant, ce que je propose, c'est des accompagnements plus globaux sur
comment aider les femmes actives, hein, les femmes qui travaillent, à réconcilier vie pro et vie perso dans une même journée. C'est vraiment ça. Donc, ça passe par des outils, mais c'est aussi, c'est ce que tu disais, Natacha, c'est lié aussi à la confiance en soi, effectivement, à la gestion du stress, à mieux se connaître. Parce que finalement, je vais vous dire, on pourrait arrêter l'atelier ici. Le meilleur outil, c'est ça. Vous le savez toutes dans la théorie. Pour organiser sa journée, il faut un agenda, noter dedans ce qu'on veut faire et les faire. Voilà. Fin de la conférence. Mais il n'y a pas le risque des grandes to-do list, parce que moi, je me suis mis plein de to-do list de missions que je dois faire. Et après, il y a la to-do list quotidienne. Et il y a le risque de se trop charger la mule et de avoir ce sentiment de frustration à la fin de journée, de se dire oh, j'ai pas été efficace, regarde, il y a 3 tâches importantes que j'ai pas fait. Enfin, des fois, ça m'est arrivé de. Donc, du coup, je sais pas quelle to-do list je dois faire. Est-ce que je dois en avoir une d'ensemble et puis au fur et à mesure, je les raye, mais à la même temps, voir tout d'ensemble, ça peut être aussi effrayant, tu vois. Ouais, je comprends tout à fait, effectivement, parce que on est toutes des femmes actives qui avons envie de faire le meilleur sur différents axes. On a envie d'accomplir plein de choses. Sauf qu'on peut être pris dans la spirale de faire plein d'actions toute sa journée et pourtant se coucher le soir insatisfaite et frustrée. Alors que toute la journée, on a fait des actions. Donc pourquoi, effectivement, la théorie c'est bien, mais ça ne suffit pas. À aucun moment, je vais vous dire de remplir votre agenda d'une liste de choses à faire. C'est là, en fait, l'erreur principale que les personnes font. Se lèvent le matin en se disant « Ok, je fais quoi de ma journée ?» Alors, j'ai bien compris que si j'improvisais, je risquais de m'éparpiller. Donc, effectivement, je vais faire une liste. Je vais faire une liste de choses à faire. Mais en fait, moi, ce n'est pas ce que je vous propose. Je suis volontairement un peu provocatrice par rapport à ça. Voilà, Géraldine disait, elle a beaucoup travaillé. Vous connaissez toutes dans la théorie les outils d'organisation. Peut-être que vous n'allez rien découvrir de ce que je vais vous partager à la fin. Les outils, vous en avez déjà entendu parler. Je n'ai pas inventé un nouvel outil d'organisation. Il y a des outils qui fonctionnent, qui marchent depuis des années, qui ont été mis en place dans les entreprises, qui marchent quand on est à son compte, qui marchent dans la vie personnelle. Mais il faut le prendre par le bon bout. C'est-à-dire, il faut mettre cet outil au service de vos projets. Donc, pour construire sa journée, pour organiser sa journée, être efficace et sereine le plus possible et être satisfaite de soi à la fin de la journée, il faut partir de plus haut. C'est-à-dire qu'il faut clarifier ce qui compte vraiment pour vous et vos objectifs. Est-ce que là, en ce début d'année, vous avez clarifié vos objectifs 2021? Non. Oui. Voilà. J'arrive pas à me projeter, c'est anxiogène. J'ai beau être de nature optimiste, pas forcément qu'en lien avec le Covid, ça, bon, j'arrive à rester dans ma bulle, mais professionnellement, se dire qu'il n'y a aucun impact pour moi, qu'il y ait 2 activités, c'est pas possible. Donc, il y en a une qui est très impactée, et l'autre, la décoration d'intérieur, ça peut aller, mais l'autre, la vente à domicile, par exemple. Ouais. Il y a l'extérieur, effectivement, tous les événements que vous ne pouvez pas contrôler. Ça, effectivement, il faut en tenir compte, mais ça ne doit pas vous figer. Il faut justement prendre le temps, là, maintenant, de vous reconnecter à ce sur quoi vous avez du pouvoir, ce sur quoi vous pouvez agir. Donc, le Covid, on ne peut pas agir. Est-ce que les clients vont venir ou pas? Si, là, on peut agir. Pardon. Ouais, normalement, on peut faire 2-3 trucs, normalement. Ouais. Mais effectivement, il faut... Donc, ça va être important de prendre du recul. Et là, c'est le moment idéal pour poser vos intentions de l'année et vraiment clarifier vos objectifs et utiliser les 12 mois, 11 mois et demi qui sont devant vous maintenant. Donc, avant même de penser à ce que vous allez faire dans votre journée, c'est important de savoir ce que vous voulez faire sur votre année. Alors, c'est vrai que moi, je fonctionne un peu comme ça, Stéphanie. Je fixe un objectif généralement annuel que je découpe en sous-objectifs. Oui. Et donc, sous-objectifs répartis 6 mois à 3 mois. Oui. Et puis, en fait, je décline mes objectifs en tâches ou autres. Et finalement, ça finit par des objectifs à la semaine. Et attribution de tâches. Et je fonctionne beaucoup par domaine aussi. Dans le pro, c'est quoi l'objectif? Dans le perso, c'est quoi l'objectif? Dans la vie familiale, c'est quoi l'objectif? Et puis
Et puis, ça décline. J'avais essayé le bullet journal. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, voilà, je garde quand même voilà, un bloc-notes et pouvoir fixer mes objectifs comme ça. Mais effectivement, tu as bien raison, oui. Il faut partir de quelque chose qui est plus haut pour pouvoir y arriver. Voilà, tout à fait. Ben, Karen, je te félicite parce que c'est vraiment un bon processus que tu utilises et je pense que tu en as vu justement l'impact positif. C'est que c'est très compliqué de démarrer une journée comme ça en se disant donc j'ai tous ces projets à accomplir, je veux développer ça, je veux être une bonne maman, je veux aussi reprendre le sport, mais les salles sont fermées, comment je peux... Donc, de démarrer sa journée qu'un brouillard comme ça intérieur, c'est très compliqué et vous n'allez pas pouvoir être efficace ensuite. Donc, Karen, vraiment, c'est une très bonne stratégie et c'est celle que je préconise justement dans mes accompagnements. Donc là, moi, mes clientes, il y a une semaine, on a fait un webinaire d'1h40, un coaching en ligne, où je les ai accompagnées justement à faire leur bilan 2020 et à définir leurs objectifs pour 2021. Pour construire leur feuille de route. Et c'est à partir de cette feuille de route, effectivement, que vous allez pouvoir savoir qu'est-ce que je fais ce mois, qu'est-ce que je fais cette semaine, et du coup, quelles sont les actions que je dois poser dans ma journée. Donc, c'est là qu'on va prendre l'agenda par rapport à là où je veux aller, peut-être à 3 mois, 6 mois. Donc, les objectifs, ça dépend. Les objectifs qui peuvent être annuels, et des objectifs plus courts, vous allez vous mettre au trimestre. Donc, tout ça, c'est important de les décrire pour savoir après, finalement, cette semaine, quelles sont les actions que je dois faire qui vont me rapprocher de l'atteinte de mon objectif. Et ensuite, donc, aujourd'hui, qu'ils sont, et là, attention, je vous donne vraiment aussi un outil très important, quelles sont les 2-3 actions maximum que je vais faire aujourd'hui qui me rapprochent de mes objectifs. C'est 2 ou 3 maximum par jour, vos priorités du jour. Donc, le matin ou la veille, pour préparer votre journée, c'est ça que vous devez vous questionner. Donc, c'est important d'avoir effectivement posé par écrit vos objectifs. Vous avez préparé votre mois, vous avez préparé votre semaine. Et là, vous vous dites, aujourd'hui, quelles sont les 2-3 actions prioritaires qu'il faut que j'accomplisse pour avancer dans mes objectifs. Est-ce que ça vous parle, ça? Moi, je dis merci Stéphanie. Et je suis super heureuse de t'entendre et ça fait du bien, on parlait d'estime personnelle. Parce que comme toi, comme moi, on dit souvent les cordonniers sont les moins bien chaussés. On a des super théories et de la pratique. Et ce que tu viens de dire fait partie des choses que j'ai décidé de mettre en place. Parce que je les suggérais, mais je ne les mettais pas forcément en place pour moi-même. Et puis depuis, mais ça m'a facilité la vie. Et c'est extraordinaire ce que tu dis par rapport à l'objectif, ça change tout. Parce que les to-do list dont parlait Natacha, mais on est toutes victimes de ça parce qu'on nous dit qu'il faut faire des listes de courses, des listes de vœux, des listes de... Et c'est ce qu'il y a de pire pour moi, les to-do list. Et quand tu disais d'aller chercher ses objectifs, moi j'avais envie de rajouter son pourquoi. Le fameux pourquoi, le feu intérieur, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Et donc ça rejoint l'ikigai avec Karen. Complètement. Si tu fais ce travail d'introspection, d'objectifs de vie, de mission professionnelle, personnelle, tu fais le bilan de tes amis, tu fais le bilan de ton conjoint, tu fais le bilan par rapport à tes relations au monde, etc. Donc tout ça, ça va ensemble. Et puis moi, si je peux juste ajouter une expérience personnelle, c'est surtout de décider, surtout avec ce qu'on vit actuellement, à quoi j'ai décidé de dire stop pour que ça fonctionne. C'est tout bête, mais si tu arrives à le trouver dans ta journée, t'évites tout ce qui est chronophage, t'évites tout ce qui est toxique et ce qui te met des cailloux dans la chaussure. Je m'arrête parce que... Ça ne paraît pas, mais il y a un petit enchaînement quand même logique entre les webinaires. Il y a une certaine cohérence quand même. Oui, j'en doute pas, Céline, tu fais ça très bien. Effectivement, les objectifs que vous allez vous fixer, c'est ce que j'appelle des objectifs précis et motivants. C'est-à-dire qu'ils sont connectés avec vraiment ce qui vous fait vibrer. Si les objectifs, peut-être que aussi vous avez plein de rêves, plein de choses, et vous vous rendez compte que vous procrastinez, c'est peut-être parce que l'objectif, en fait, il vous est dicté par l'extérieur. Ça ne part pas vraiment de vous, c'est « je devrais »,« il faudrait ». Et ça, les « je dois »,« il faut », ça ne fonctionne pas. C'est ceux qui nous culpabilisent, c'est ceux qui nous font repousser les actions. Tout ça, c'est des objectifs
qui ne vibrent pas avec vous. Donc peut-être que juste, ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'année. Ça va être important aussi de ne pas trop charger votre année. Géraldine t'en parlait, on planifie 70% et on laisse 30% d'imprévus. Les objectifs, c'est pareil dans l'année. Il ne s'agit pas de non plus structurer et organiser toutes vos journées, 7 jours sur 7, comme ça, avec un planning, etc. Il y a des jours où vous pouvez être plus dans la spontanéité, plus dans la créativité. Il y a des jours où vous pouvez vous dire, OK, là, de toute façon, j'y arrive pas, je suis bloquée, je vais marcher. Je vais me balader avec mon chien, je vais faire une pause. Les pauses sont super importantes dans une journée aussi. Parce que ça ne marche pas, donc ça ne sert à rien de s'acharner. Et puis, il y a les jours où justement, on va être dans ce flow. Les journées où on a besoin d'être hyper efficace. Et là, ces journées, vous allez beaucoup plus les structurer en vous donnant des créneaux de temps sur des actions particulières. Et là, vous allez voir que ça va s'enchaîner. Et le soir, vous allez avoir cette satisfaction. Pourquoi je vous dis aussi 2-3 actions maximum? Bien sûr, vous allez faire d'autres choses dans votre journée. Vous n'allez pas forcément faire que ces 2-3 actions. Ça peut être que ça. 2-3 actions, c'est pro et perso mélangés. C'est 2-3 actions en tout. Donc, Sophie, par exemple, peut-être qu'il y a une action sur l'association scolaire et 2 actions pour le PO, ou une action, une priorité association scolaire, une priorité PO et une priorité prendre soin de moi. Aujourd'hui, je vois une amie, je fais du sport, etc. Les 3 priorités, ça peut être dans différents domaines, mais vous ne chargez pas. Après, vous allez faire d'autres petites choses à côté. Mais le fait d'avoir identifié ces 2-3 priorités et de pouvoir, et c'est là le pouvoir de l'écrit, de la liste, cocher, check, barrer, j'ai fait. Donc, c'est hyper important, le geste. L'électronique, c'est bien. Moi, je suis quand même encore assez papier. Parce qu'à un moment donné, pour votre cerveau, le fait de faire ça, ça envoie un signal de « yes, je l'ai fait ». On passe à autre chose et en même temps, on valide le fait qu'on est allé au bout d'une action. Et ça, vous avez besoin aussi d'aller au bout et de terminer des actions, même si c'est des toutes petites actions. Surtout si vous êtes justement dans j'arrête pas de faire des listes, je ne vais pas jusqu'au bout, je culpabilise. Vous avez besoin de retrouver cette confiance en vous, cette estime de je suis capable de terminer quelque chose. Peut-être qu'aujourd'hui, terminer quelque chose, c'est juste dire voilà, je me choisis une petite action et d'ici ce soir, je l'ai faite. Stéphanie? Il y a aussi le fait de ne pas se rendre coupable, entre guillemets, de ne pas avoir réalisé les actions. On peut toujours les reporter et se demander pourquoi on n'a pas été efficace. Donc, d'une semaine à une autre, il faut toujours analyser sa semaine, faire le bilan, savoir voilà, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça a marché à ce moment-là. Et peut-être se remettre, ça va un petit peu plus loin, se remettre dans les mêmes conditions pour que ça remarche la semaine prochaine. Ça peut être ça aussi. Pour ça, les temps de bilan sont hyper importants. En fait, les temps de bilan et de préparation de son action, c'est quasiment 50% de réussite de l'action. Donc souvent, vous allez dire, mais j'ai pas le temps. Géraldine, elle entend tout ça. J'ai pas le temps, donc est-ce que tu crois que j'ai le temps là de m'asseoir pendant 30 minutes pour faire mon bilan 2020? Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un investissement en temps. C'est-à-dire que c'est 30 minutes, 1 heure que vous allez prendre pour faire votre bilan 2020. Il va vous apporter tellement d'enseignements. Il va vous permettre tellement de voir ce qui a marché, pas bien marché en 2020, ce que vous voulez garder, ce que vous voulez réduire, voire supprimer. Je ne sais plus qui c'est qu'on a parlé tout à l'heure aussi, d'arrêter de faire des choses. Donc, dans cette heure que vous allez prendre de faire du bilan, vous allez pouvoir justement faire des prises de conscience là-dessus. Ça va vous aider aussi pour prioriser vos objectifs 2021, pour vous dire « ça, j'en veux plus ». Parce que ça, en fait, c'était chouette. On était confinés, j'étais avec mes enfants. Ok, au début, je n'ai pas su comment faire, mais au final, on a créé des temps de qualité. On s'est mis à faire du sport devant une vidéo YouTube et c'était fun au milieu du salon. Ça, je veux en refaire. Même si maintenant on peut sortir. Peut-être qu'on ne pourra plus sortir. Voilà. Donc, vous voyez, aussi d'aller repérer les pépites.
parce qu'il n'y a pas eu que des mauvaises choses. Et il y a plein de personnes qui ont passé une année 2020 extraordinaire, justement, parce qu'il y a eu une telle contrainte extérieure qu'on a été amené à se recentrer sur l'essentiel. Vos essentiels, ils sont dans cette année 2020. Passez pas à côté. Vous avez des pépites à aller chercher et voir comment vous pouvez les mettre encore plus dans votre année 2021, comment vous pouvez arrêter certaines choses en disant « Non, mais c'est bon maintenant, ça, j'arrête. J'arrête cette relation, en fait. Moi, cet ami, il a fait que rouspéter, se plaindre tout 2020, il était tellement négatif. En fait, on n'est plus en phase. Donc, j'arrête. Je fais du tri, je supprime ce qui ne m'est plus nécessaire aujourd'hui. » Donc, cette phase de bilan, elle est vraiment importante. Et effectivement, on va la répéter. On va préparer son mois et on va faire le bilan de son mois. Voilà, moi, c'est ce que je fais avec les membres du cercle. Donc là, j'ai lancé en janvier un cercle de femmes. Donc, on peut s'abonner. En fait, c'est un abonnement chaque mois. Vous entrez, vous sortez. C'est un cercle de femmes dans lequel, justement, on pose ses objectifs du mois. Il y a différents coachings et outils dans le mois. Et puis, à la fin, on fait le bilan. Parce que sinon, on passe trop vite à autre chose. On a à peine le temps de réussir quelque chose qu'on se met encore un nouvel objectif. Donc, on prend le temps de regarder ce qu'on a réussi, de regarder ce qu'on veut faire dans le mois ou la semaine qui vient. Et après, tranquillement, beaucoup plus sereinement, on fait ces actions de la journée. Parce qu'à ce moment-là, vous savez que votre journée, elle s'inscrit dans un tout. Donc, une journée qui va moins bien, on arrive mieux à prendre du recul parce que ce n'est pas grave. Ce n'est pas une vie qui est fichue. Ce n'est pas un projet qui est fichu. C'est juste une mauvaise journée ou un mauvais créneau, une mauvaise demi-journée, ou mauvaise encore. Voilà, c'est un mot qui veut tout et rien dire, ça dépend des personnes. Donc des fois, c'est juste des mauvais moments. Ce n'est pas forcément que tout est fichu, que vous êtes nul, que vous n'allez jamais y arriver. On a des hauts et des bas, on est des êtres humains. Ça, j'ai appris à l'accepter aussi. Donc c'est ça, c'est aussi apprendre à mieux se connaître et à lâcher sur finalement pourquoi je m'impose certaines choses. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que vraiment ça me nourrit? Vu que je ne suis pas bien, à mon avis, ça ne doit pas vraiment nourrir. Est-ce que j'ai besoin de faire ça pour prouver quelque chose à mon entourage? Parce que je ne me sens pas assez confiante? Donc, c'est intéressant aussi d'aller voir ce que ça veut dire de vous. Stéphanie, je voulais te dire, tout à l'heure, j'ai failli m'effondrer, je ne sais pas si ça s'est vu, mais tu as dit des mots qui m'ont touchée, mais c'était exactement le mot qui a appuyé sur l'état émotionnel que je ressens. Tu as parlé de brouillard. Ouais. Et j'ai une amie avec qui j'ai discuté hier rapidement sur WhatsApp, que je vais rappeler. On est plusieurs, j'ai cette sensation de personnes à ressentir cet état émotionnel un peu de brouillard, qui est un peu à l'état de ce qu'on vit tous en ce moment, un peu aussi de la météo. Et qu'on est des êtres sensibles, qui plus est des femmes, on est beaucoup dans l'instinct, dans l'énergétique. Et je voulais te remercier pour la suite de ce qui a été échangé, parce que je suis en accord totalement avec ce qui est dit et ça me parle et ça me fait du bien de l'entendre. La notion de ne pas se surcharger pour prendre le temps. Et comme disait aussi Karen, que quand dans une journée, on s'est donné tel objectif et puis qu'on sent qu'on n'a pas réussi à les faire, moi, j'ai cette philosophie de vie maintenant, au lieu de m'auto-flageller en me disant, bah tiens, tu aurais dû faire les vues 3D, tu avais le temps aujourd'hui, puis tu n'as rien fait, parce que quoi? Et j'essaie de m'écouter à l'intérieur et de me dire, moi qui suis dans la création, qui ai besoin d'inspiration, qui ai besoin d'être dans un état émotionnel propice à ça, et ben, j'essaie de m'écouter, de me dire comment j'étais, pourquoi j'ai pas réussi, pourquoi j'ai pas eu l'énergie, la motivation, et d'être un peu amour avec moi pour pas non plus au contraire être dans un cercle vicieux et de me dire bon, j'étais pas bien parce que j'avais ce stress, j'avais ceci, cela, de poser des mots, d'en parler avec mon conjoint le soir sur l'oreiller, dire voilà comment je me sens, voilà ce qui va pas, voilà les doutes qui remontent en moi, la peur, les peurs qui remontent en moi, et d'essayer un petit peu d'être pas en méditation, mais en prise de conscience, d'accepter ça, de lâcher prise avec ça et davantage de s'écouter et d'accepter les choses. Et pour moi, je pense que c'est indispensable dans l'organisation du travail, surtout quand on décide de... Enfin, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, quand on travaille à son compte, on est libre de s'organiser comme on veut. On a la pression, on se la met tout seul ou par rapport à un client, des choses qu'on doit rendre. Et on a cette liberté-là.
et qui ne doit pas se retourner contre nous. Mais quelque part, parfois, c'est le cas. Quand on sait qu'on a du temps devant nous et qu'on ne s'accorde pas assez du temps pour travailler. Et j'essaie de toujours garder à l'esprit de me dire, bon, si ça ne s'est pas fait aujourd'hui, c'est que ça ne devait pas se faire. Parce que les choses doivent se passer autrement. Et c'est ce qui... Je me raccroche à ça un peu naïvement ou pas, je ne sais pas. Mais voilà, généralement, quand les choses ne se font pas au moment où j'espérais, où j'imaginais, et que j'accepte de lâcher prise avec ça, les choses se libèrent un peu plus. Mais il y a toujours cette part de culpabilité quand même qui reste et de se dire en état de veille, est-ce que j'ai pas loupé quelque chose ou essayer de plus comprendre. Voilà, donc je voulais juste te remercier avec ce petit témoignage-là et puis partager mon ressenti. Je ne sais pas si ça parle à certaines, mais voilà. Merci. Merci à toi, Natacha, de partager, de te confier à nous comme ça. Je le reçois aussi, voilà, beaucoup d'humilité et je t'en remercie. C'est toujours voilà, très, très fort pour moi de sentir que j'ai pu être utile avec une parole, avec un mot. Donc, merci Natacha. Ce que je voulais dire, effectivement, tu as raison de t'apporter de l'amour parce que tu le mérites. Donc, de lâcher et de ne pas te flageller. Et à partir de maintenant aussi, c'est de te dire, je n'ai pas fait, mais c'est plus par rapport à la to-do list dont tu parlais. Parce que là, ce que tu as vécu, c'était aussi par rapport à cette to-do list qui était très culpabilisante finalement, parce qu'elle était sans fin. Si tu arrives maintenant à mieux te connecter à quelles sont les actions que je veux faire, parce qu'elles m'amènent à faire mon projet de cœur, à réaliser ce projet pour ce client en termes de décoration. Et donc, aujourd'hui, avec toute mon énergie, ma créativité, ma sensibilité, je vais pouvoir avancer sur ce projet. Tu vas vivre l'action que tu avais décidée de façon beaucoup plus fluide. Mais oui, déjà voilà, c'est une très bonne étape de pouvoir prendre ce recul-là. Là, maintenant, je dirais, il faut que tu travailles sur ce qui déclenche cet état émotionnel. Donc, cette to-do list culpabilisante, là, maintenant, c'est niette. Les to-do list, c'est un bon outil quand elle est bien construite. Donc, quand elle est soutenante. Tu disais 2 ou 3 objectifs de priorité importantes dans la journée. Voilà. Je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais par rapport à des moments, je sens que ce n'est pas le moment. Ça, c'est très important aussi. Et ça vient de ce qu'on connaisse. Quand on est entrepreneur, on est libre de son agenda. Personne ne vous a dit qu'il fallait travailler de 8 h du matin à 18 h comme quand on est dans un bureau. Oui, ouais, c'est souvent le soir. Ah non, 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 non. Et souvent, alors, peut-être moins celles qui démarrent directement en indépendante. Moi, j'ai fait 16 ans de salariat, je vais vous dire que ça... Et au début, j'organisais mon agenda, mes journées, comme une salariée, en présentiel bureau. Je ne regardais pas à quel moment de ma journée j'étais le plus efficace. Parce que quand on est au bureau salarié, oui, même si à 14 h 30, on a une baisse d'énergie parce qu'on est en digestion et qu'on a un coup de mou, eh ben non, on est au bureau, il faut bosser. Alors que moi, je suis du matin. Donc moi, je me lève facilement et à 7 h 30, je peux être à mon bureau hyper efficace jusqu'à 13 h. Ah, c'est bien. Ça, c'est ma zone d'efficacité. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant que je connais ça? Je sais que dans ma zone d'efficacité, je vais mettre les actions qui demandent le plus de concentration ou qui sont un peu pénibles que je n'ai pas envie de faire, style la compta ou le machin. Je vais le faire dans cette zone-là. C'est raide, hein. Commencer à 7 h 30 par de la compta, c'est raide hein, quand même. Hein. Ouais, mais quand après, à 9 h, tu l'as terminé, je vais te dire, ta journée, elle est waouh. Oui. Quand tu démarres une journée à 9 h et que tu sais que tu as fait ta compta du mois et même de l'année, ça te libère. Je veux dire, tout le reste de ta journée, tu es dans le flou. Enfin, testez-le. Écoutez, je peux que vous dire tester. Non. Et voilà, compta parfois... 7 h 30. Lundi, 7 h 30, compta pour tout le monde. Non, c'est pas possible. Et du coup, en suivant ça, c'est de pouvoir dire, eh ben, quand je fais ma pause à 13 h, 13 h 30, que je vais déjeuner, et ben après, je m'autorise. Et ça, c'est hyper important. Je m'autorise à ne pas me remettre à mon poste de travail tout de suite. Je m'autorise à lire un livre, je m'autorise à aller faire une micro-sieste ou une méditation, je m'autorise à aller me balader.
Parce que je sais que de toute façon, je ne suis pas efficace. Ou alors, je vais mettre des petites actions pas trop pénibles, quoi, sur l'après-midi. Et en ce moment, je vous parlais aussi de profiter de la situation. Moi, j'ai ma fille aînée qui est en seconde maintenant. Elle est en alternance en cours. Donc, c'est 1 jour sur 2, elle est au lycée, 1 jour sur 2, elle est à la maison. Bon, ça, c'est l'événement extérieur qui nous est imposé. Je peux me mettre la pression, ou alors je peux me dire, c'est cool. J'ai jamais autant vu ma fille que maintenant. T'as que la pause déjeuner, au lieu de la faire toute seule, comme ça, je suis avec ma fille. Et donc, on papote. Et puis, si elle a envie de papoter pendant 1 heure, je papote pendant 1 heure parce que j'ai cette liberté-là de consacrer du temps à ma fille et que c'est précieux, que ça ne reviendra jamais. Et puis, merci Covid, du coup. Oui. Parce que sinon, je n'aurais pas ces moments-là que ma fille, elle serait à la cantine et je ne la verrais pas comme ça. Et là, on n'est que toutes les deux. Moi, j'ai 3 enfants, donc des moments toutes les deux mère-fille, il faut se les créer. Mais si je suis dans, ben non, il faut que je mange en 30 minutes parce qu'il faut que je me remette au travail, du coup, j'expédie le repas, je ne parle pas avec ma fille, je me remets à mon poste de travail et je manque ça. Mais donc, si je ne suis pas claire dans mes priorités, c'est ma famille, c'est mon activité. Vous voyez, si je ne suis pas claire dans mes objectifs, dans ce que je veux faire, je vais passer à côté de ça. Et les opportunités, pourtant, elles sont toutes là. Mais tu vois, je pense que je choisis, moi, de mettre dans mon agenda. C'est pour ça qu'en plus de se fixer des objectifs, il faut surtout aussi regarder ce qui est urgent, non urgent, important, prioritaire. La fameuse matrice d'Eisenhower fonctionne vachement bien pour ça. Et en l'associant justement à ces objectifs qui ont été définis, qu'ils soient annuels, mensuels ou par semaine, ça marche vraiment bien parce qu'on se rend compte que nous avons toutes nos limites et qu'on ne peut pas tout faire. Il faut admettre qu'on ne peut pas tout faire. Et puis, qu'on gère en fonction de ce qui est important et urgent. Et encore, ce qui est important et urgent, je trouve que maintenant, moi qui ai eu pas mal d'expérience avec la décoration d'intérieur, les travaux dans les bâtiments, etc., il y a pas mal de choses qui sont relatives. Un client te dit, ça c'est un dossier urgent, hein, j'ai besoin des devis du cuisiniste, il faudrait prendre le rendez-vous, Natacha. Donc, je prends le rendez-vous, le temps que la professionnel soit disponible, etc. Il se passe 1 semaine, encore 1 semaine que le client soit disponible à me recevoir. Donc, en fait, je trouve que des fois, on se met une pression comme pas possible et on se rend compte que, pour en revenir à la notion de temps et aussi à relativiser ce qui est vraiment urgent pour éviter de se mettre du stress. Et puis, on a été formaté dans une efficacité, une rentabilité, comme tu disais, par rapport à des horaires, par rapport, etc. Mais quand on accepte, et c'est ça qui est fort, et c'est pas évident, ça se travaille au quotidien quasiment, hein, de se rendre compte d'accepter de prendre du temps pour les choses, on est encore plus efficace et plus rentable, entre guillemets, dans la mesure où on se met... J'arrive pas à exprimer avec des mots, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Se recentrer sur soi-même. Oui, et relativiser les choses. Ok, aujourd'hui, tu n'as pas le temps d'aller faire le devis des cuisines. Ok, mais est-ce que ça va changer la face du monde ? Est-ce que ton client, il va vraiment perdre confiance en toi ? Est-ce que vraiment ça va avoir un impact incalculable sur le chantier ? Non. Il y a des deadlines. Ok, bon, bah, tu es dans la deadline. C'est bon, tu n'es pas à 3 jours près. Ce n'est pas la fin du monde. Et de relativiser, de se dire, ok, j'accepte de prendre le temps d'être avec mon enfant, avec mon mari, ou d'aller marcher 1 heure, puisque au final, il y a de la neige et je ne peux pas aller faire mon devis à Leroy Merlin parce qu'il y a trop de neige et les routes sont bloquées. Je te dis un exemple concret. Bah, c'est pas grave. Et puis au final, c'est que ça ne devait pas se faire comme ça. Et puis ça se fera aussi bien quand finalement la professionnelle elle sera en capacité de me recevoir à Leroy Merlin. Elle sera détendue, il n'y aura pas de stress, on prendra le temps. Et le devis sera fait sans erreur, sans se speeder, absolument. Et c'est important, je trouve, de relativiser, non ? Parce qu'on se met tous une pression dans la productivité, il faut. Et au final, on se rend compte, comme tu dis, Stéphanie, tu as cette chance, on a un peu cette chance du Covid, dans un sens, de prendre le temps avec ceux qu'on aime. Et au travail, on n'est pas moins efficace, au contraire, parce qu'on est plus rechargé. Donc, moi, c'est ma petite aparté parce que je vais aller chercher ma petite à la nounou. Je vais devoir vous laisser. Il est bientôt 11h20. Et ça m'a fait vraiment plaisir de partager tout ça avec vous, avec beaucoup d'émotions, mais c'était nécessaire. Ouais. Alors, merci vraiment infiniment. Je vous laisse. Merci de ton implication, en tout cas. Ouais. Et puis, à bientôt, je te souhaite le meilleur. Alors, prends soin de toi. Au revoir, Natacha. Je voudrais t'envoyer un petit message parce que j'organise quelque chose ce soir qui pourrait t'aider justement à… Volontiers.
Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai ton adresse, mais je verrai avec Céline. Ok, eh ben, c'est adorable. Je vous embrasse. Et puis, meilleure chose à vous pour cette nouvelle année, plein d'organisations, de beaux projets. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci à bientôt, Natacha. Merci. Stéphanie. Envoie-toi beaucoup d'amour, Natacha. Oui. Et dans l'équilibre. Surtout dans l'équilibre. Ouais. Du coup, j'ai une question pour toi, Stéphanie. Je vais me permettre de revenir un peu sur ma problématique. Donc, j'ai bien compris le planning général. Après, il y a les imprévus, enfin, j'appelle les imprévus, les sollicitations extérieures qui arrivent, que ce soit professionnelles ou pour moi associatives. Donc, dans la journée, l'idéal, c'est de commencer par réaliser ces 2-3 actions qui sont prioritaires pour soi, d'attendre pour répondre aux sollicitations extérieures, d'avoir fait ce qui est important pour soi, pour du coup être plus disponible pour les autres et le faire sans non plus essayer de ne pas être dans on me pose une question, je réponds tout de suite parce que je me rends compte que voilà, je ne fais qu'alimenter ce cercle vicieux de tout de suite de la spontanéité, dans la réponse trop rapide. Justement, c'est super que tu reviennes là-dessus parce que j'allais réagir à Karen et puis Natacha par rapport à la notion d'urgence. La matrice d'Eisenhower, pour le coup, Karen, peut-être qu'on a mal compris, alors c'est une matrice que j'utilise et qui est vraiment aide justement au choix et que je conseille aussi dans mes accompagnements, mais il ne s'agit pas d'être dans la zone important et urgent. En fait, l'important et l'urgent, c'est la zone où on va se brûler. Si on est tout le temps dans cette zone, on va se brûler. Et il faut distinguer qu'est-ce que c'est urgent. Et c'est là où il faut relativiser l'urgence de l'autre et son urgence à soi. Son urgence à soi, c'est sa priorité, c'est ce qu'on a mis dans son mois, dans sa semaine, dans sa journée. C'est vos 3 priorités du matin. Ça, c'est vos urgences, vos priorités à vous. Et quelque part, répondre immédiatement aux sollicitations extérieures qui sont les urgences des autres. Ça peut que vous déstabiliser dans votre programme, vous faire perdre du temps, vous rendre moins efficace. Parce que les interruptions, en fait, elles sont très néfastes à votre efficacité. Donc ça, Sophie, je te dirais effectivement qu'il faut vraiment le limiter. Donc petit à petit, de dire effectivement, quand je suis dans mon action, je coupe mes mails, je mets mon téléphone sur mute s'il y a besoin, ou en tout cas, je laisse un message qui dit « Je traiterai votre réponse plus tard ». Là, pour l'instant, je suis dans mon action et quand je l'aurai terminée, je me suis peut-être mis 1 heure, 2 heures pour cette action ou 3 heures. Là-dedans, je reste focus sur mon action parce qu'en étant focus, je vais la terminer beaucoup plus vite que si je suis interrompue toutes les 5 minutes. En plus, en faisant ça par expérience, l'urgence de l'autre, souvent quand on laisse passer un petit peu de temps, il va répondre tout seul à sa question comme un grand, que ce soit un enfant, un ado, un adulte, un client, un conjoint, une amie, la trésorière de l'association, etc. Souvent, en attendant, en fait, en arrêtant de répondre spontanément à « je suis en panique, machin, j'ai besoin tout de suite d'une réponse », dites-vous que vous laissez la possibilité à la personne de progresser par elle-même. C'est une façon de faire. Voilà, et quand on est en télétravail, ouais, juste pour terminer, voilà, par rapport à le télétravail, c'est ça aussi. C'est-à-dire que là, vous êtes avec plein de monde autour de vous. C'est un moment de dire, de mettre une affiche sur la porte, de dire, voilà, je travaille. Donc, vous attendez telle heure. On peut afficher un horaire. Je suis disponible à partir de telle heure. Là, vous pourrez toquer et me poser vos questions. Alors, pas pour les enfants de moins de 6 ans, on est d'accord, hein, voilà. Mais il y a toutes sortes de choses où finalement on peut, en mettant aussi des petites routines, des plannings en place, donner de l'autonomie à notre entourage. L'association, c'est pareil, les clients, c'est pareil. Ce n'est pas forcément une bonne chose de répondre toujours à leurs urgences. Distinguez bien la vraie urgence. La vraie urgence, c'est il y a quelqu'un là devant moi qui fait une crise cardiaque ou qui saigne. Ça, c'est une urgence. Ou, bah oui, le client, il faut rendre le dossier là parce que sinon, il ne va jamais me payer ma facture. Ok, à un moment donné, une fin de dossier, ça devient une urgence. On a une deadline. Tout le reste, on peut le relativiser et en tout cas, le gérer de façon beaucoup plus sereine. Voilà. Merci. Je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci en tout cas de votre implication. Merci beaucoup, Stéphanie. C'était super les échanges. Ouais. Bravo.